Bonjour à tous, je suis Théo Vitran. Et Vincent Serron. Nous sommes ostéopathes et nous allons vous présenter notre étude, donc Covostéo, dont le titre est l'impact de l'ostéopathie sur les signes cardiothoraciques des patients Covid long. Concernant cette étude, cette étude a été réalisée en partenariat avec l'école d'ostéopathie CSO Paris ainsi que la PHP. Comme vous pouvez voir, personne n'a été payé pour réaliser cette étude, ni au CSO, ni à l'Hôtel-Dieu, et nous n'avons pas de lien d'intérêt particulier. Vous pouvez voir ici l'éthique approval que nous avons eu de la part du comité Île-de-France 1. Je vais laisser Vincent vous présenter l'introduction et le Covid long. Alors pour commencer, il faut savoir que plus de 50% des patients qui souffrent de Covid long ont des signes thoraciques, comme de la dyspnée, de la douleur thoracique, une oppression thoracique ou une toux. Un focus du coup a été fait sur l'évaluation de ces symptômes-là. D'un autre côté, l'ostéopathie, donc dans son approche holistique, elle aborde tous les systèmes et leurs interactions. Cette étude préliminaire donc, évalue le bénéfice de l'ostéopathie sur les signes thoraciques des patients Covid long pendant une prise en charge usuelle. Alors on va commencer par donner la définition du Covid long, qui date de 2021, elle est toujours à jour aujourd'hui, mise à jour en tout cas. Donc il y a 3 dénominations, PASC pour Post-Acute Sequelae of Covid, Post-Covid Condition, et c'est communément appelé le Covid long. Alors, le Covid long, c'est à propos d'un historique confirmé ou probable d'un Covid aigu, avec des symptômes qui ont commencé dans les 3 mois de la phase aiguë, qui durent plus de 2 mois, sans aucune autre explication, donc un diagnostic différentiel a été fait. Ces symptômes incluent la fatigue, la dyspnée, des troubles cognitifs, mais aussi 200 autres symptômes. Ces symptômes, ils peuvent avoir un impact sur la vie de tous les jours. Ils sont persistants depuis l'épisode initial ou nouveaux après un rétablissement. Ces symptômes peuvent fluctuer ou rechuter au cours du temps. Ici, vous voyez un histogramme qui montre la prévalence des différents symptômes. Dans un premier temps, je vais vous présenter les symptômes neurologiques, donc, qui incluent des troubles cognitifs, des troubles sensoriels, aussi des troubles du sommeil, une irritabilité ou des maux de tête. D'un autre côté, on a aussi les troubles digestifs qui incluent les douleurs, les gastralgies, les gastroparésies, les diarrhées, constipation, ballonnement. Nous, on va faire un focus du coup sur les signes cardiothoraciques. Signes cardiothoraciques qui, du coup, vous pouvez les voir ici, ne sont pas forcément les plus récurrents des symptômes, mais c'est probablement les mieux documentés en ostéopathie, notamment à travers l'asthme et la BPCO, donc la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ces symptômes, du coup, ils ont des facteurs déclenchants. Donc, je vais en citer 3, mais il y en a bien d'autres. Donc, il y a l'effort. L'effort, ça peut être un effort cognitif, ça peut être un effort physique aussi. Le stress, ça peut être un stress positif, donc apprendre une bonne nouvelle, mais aussi un stress négatif. Et chez les femmes, les règles jouent aussi comme un facteur déclenchant. Donc beaucoup de ces symptômes sont indicatifs d'un dysfonctionnement du système nerveux autonome, une dysautonomie. En effet, chez le patient Covid long, le parasympathique ne fonctionne pas bien, donc l'orthosympathique prend le dessus. Ce qui peut expliquer du coup ces symptômes qui sont listés ici. Nous, on va faire un focus, comme je vous le disais, sur les signes cardiothoraciques, donc l'hyperventilation. Il y a des facteurs individuels et des facteurs environnementaux qui sont associés au risque de développer un Covid long. Donc je vais vous faire un profil typique du patient Covid long. Donc c'est plutôt une femme âgée entre 25 et 55 ans avec un Covid aigu sévère qui a été en soins intensifs, avec un taux d'anticorps bas et des comorbidités. Donc ces comorbidités qui incluent un IMC haut, de l'asthme, du diabète, une immunosuppression, mais aussi bien d'autres. Pour les facteurs individuels, il y a le fait d'avoir été infecté par les premiers variants. Donc les variants Delta et Omicron aujourd'hui sont beaucoup moins susceptibles de fournir un Covid long que les premiers variants. Ne pas avoir été vacciné aussi joue. Donc plus on a de doses de vaccin, moins on a de chances de développer un Covid. Ce qu'il faut que je vous le dise sur la précédente diapo, c'est qu'effectivement les enfants et les hommes peuvent aussi attraper un Covid long, évidemment. On a su après 2 ans que le Covid long c'était plutôt une maladie chronique plutôt qu'une maladie aiguë. Donc le nom PASC est plus vraiment à jour. PASC pour Post-Acute Sequelae of Covid, donc des séquelles de Covid. Aujourd'hui on sait que c'est plutôt une maladie chronique. Comme vous pouvez le voir sur la slide ici, au centre de la slide on voit que 5% des patients ont une diminution rapide de leurs symptômes.
Quand sur la gauche de la slide, vous pouvez voir que les symptômes, pour 4% de la population, ils restent sévères ou ils s'empirent. Et pour une majorité de la population, on a des symptômes qui descendent très lentement. Donc 91% de la population. En France, vous pouvez le voir ici sur la dia, il y a 2 millions de personnes qui sont affectées par le Covid long, ce qui représente 4% de la population. Et dans ces 4%-là, il y en a 10% de Covid long sévère. Concernant notre étude, du coup, l'objectif principal était d'évaluer l'influence sur 2 mois, avec 5 sessions d'ostéo, sur les signes cardiothoraciques des patients Covid long. Donc pour ça, notre critère de jugement était une diminution du score de Nijmegen. Le questionnaire de Nijmegen étant un questionnaire qui permet de prédire la probabilité de survenue d'un syndrome d'hyperventilation. C'est également le questionnaire quantitatif le plus détaillé et il est utilisé dans le suivi hospitalier des patients Covid long. Donc vous pouvez voir ici un aperçu du questionnaire de Nijmegen où le patient remplissait lui-même en fonction de la survenue de ses symptômes, donc jamais, souvent, parfois, très souvent, ce qui nous donnait un score. À la fin, on calculait ce score, le total. Si le score était supérieur à 23, ça prédit une possibilité de syndrome d'hyperventilation. Notre objectif secondaire était d'évaluer l'évolution de la qualité de vie de ces patients. Pour ça, nos critères de jugement étaient l'évolution du score SSD12 et HAD. Le questionnaire SSD12 étant un score de catastrophisme de la perception du patient de ses propres symptômes, et le questionnaire HAD est un questionnaire d'anxiété et dépression. Ces 2 questionnaires nous montrent des choses différentes sur la qualité de vie du patient et sont également utilisés dans le suivi hospitalier des patients. Vous pouvez voir ici un aperçu du questionnaire HAD. Concernant la méthodologie, nous avons donc fait une étude observationnelle prospective longitudinale et monocentrique, comme Vincent vous l'a dit, en conditions de vie réelles. Donc ça prenait en compte les réinfections, les vaccinations, les éventuels traitements médicamenteux, ainsi que les sessions de kiné concomitantes. Nos critères d'inclusion étaient un patient majeur, diagnostiqué par un spécialiste Covid long, avec au moins un symptôme respiratoire sur le score de Nijmegen. Et les critères de non-inclusion étaient une mauvaise saturation en oxygène, des embolies pulmonaires, des problèmes cardiaques ou des séquelles du Covid-19 sur les poumons. Tous nos patients ont été triés et recrutés au service d'immuno-infectiologie de l'Hôtel-Dieu. Ici, vous avez un aperçu du protocole avec le recrutement fait à l'Hôtel-Dieu par le spécialiste qui réalisait la randomisation, c'est-à-dire qu'il attribuait un des 3 praticiens à un patient. Il faut savoir que le patient restait avec le même praticien pendant les 5 séances d'ostéo, ces séances étant espacées de 2 semaines, plus ou moins 7 jours en fonction de la disponibilité du patient et du praticien. Les patients remplissaient eux-mêmes les questionnaires au début de chaque intervention. Pour la population, vous pouvez voir sur le flowchart qu'il y avait 40 patients qui étaient éligibles à l'étude. 2 ne remplissaient pas les critères d'inclusion. Donc sur les 38 patients que nous avons reçus à la clinique, 30 ont fini les 5 séances d'ostéopathie, les 8 perdus de vue étant dus à la fatigue, à l'éloignement géographique ou au fait qu'ils remplissaient mal les questionnaires. 5 patients ont été réinfectés pendant le protocole, mais n'ont pas été exclus. Le score de Nijmegen était pathologique, donc supérieur à 23, chez 26 des patients, avec un score moyen de 34. 11 des 30 patients faisaient en même temps des séances de kiné. Vous pouvez voir ici que notre population match avec le profil type que vous a présenté Vincent, avec 87% de femmes et un âge médian de 47 ans. Concernant les résultats maintenant, vous pouvez voir ici que nous avons eu une diminution significative entre la 3e et la première intervention, ainsi qu'entre la 5e et la première. Parmi ces 30 patients, 27 ont vu leur score de Nijmegen évoluer, soit 90% de notre population. 2 ont vu le score s'empirer et 1 n'ayant pas changé. 14 des 26 patients qui avaient un score supérieur à 23, donc pathologique, ont vu leur score se normaliser, donc redescendre en dessous de 23. Vous pouvez voir sur l'histogramme qu'au début de la première intervention, le score moyen était à 34. Et au début de la 5e intervention, il était redescendu à 21. Concernant les critères de jugement secondaire, on a une évolution significative du HAD et du SSD12 entre la 5e et la première intervention. À savoir que sur les 30 patients concernant le HAD, 27 ont vu leur score s'améliorer, donc 70%, 4 ont vu leur score s'empirer et 5 n'ont pas changé. Pour le SSD12, 18 ont vu leur score s'améliorer, donc 60%, 9 ont vu leur score s'aggraver et 3 n'ont pas changé. Là, vous pouvez voir que pour le HAD, le score moyen au départ était à 17 et au bout de 5 consultations, au début de la 5e consultation, il était redescendu à 13.
Concernant les observations ostéopathiques, on pourra revenir plus tard si vous avez des questions sur comment on a choisi les zones sur lesquelles on a travaillé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a retrouvé là chez toute la population une hypertonicité des muscles inspirateurs accessoires, un diaphragme hypomobile associé à un grille costal hypomobile. Ce qu'on a retrouvé aussi, c'est chez toute la population, encore une fois, au niveau des émergences et des trajets des nerfs crânio-espinaux, un changement dans la texture tissulaire, souvent une asymétrie entre la gauche et la droite, une perte d'amplitude et parfois aussi de la douleur. Ces observations, elles sont concordantes avec des réponses d'hypovagotonie et d'hypersympathicotonie, comme décrites déjà dans la littérature scientifique. Et donc ça, vraiment, chez toute la population. Concernant l'articulation occipitomastoïdienne, on a retrouvé une hyperdensité de cette zone-là. On a mis cette image ici pour que vous puissiez réaliser la complexité de la zone et les impacts vasculaires de travailler justement sur cette zone-là. Chez 16 patients sur les 30, on a trouvé un sternum hypomobile dans une position d'inspiration, donc plutôt vers le haut. Concernant la zone digestive, ce qu'on a retrouvé, c'est une perte de mobilité et d'élasticité au niveau de l'épigastre, des deux hypochondres et la région ombilicale, avec dans ces régions une sensibilité abdominale. Et ça, chez 22 patients sur les 30. Alors pour conclure, notre étude montre qu'à raison de 5 séances d'ostéopathie sur 3 mois, l'ostéopathie du coup peut être bénéfique sur l'hyperventilation et la qualité de vie. Pour l'objectif principal, donc le Nijmegen, on a une baisse du score significative de 38,2% sur 3 mois. Pour les objectifs secondaires, on a une baisse respectivement pour le CSD12 et l'HAD de 19,2% et de 23,5%, tous deux significatives. Ce qu'on peut voir du coup ici là-dessus, c'est qu'on a vu une diminution plus rapide dans notre population sur les 3 mois, comparée à l'évolution normale qu'on a présentée plus tôt pour le Covid long. Concernant les observations ostéopathiques, on trouve une symptomatologie large, possiblement en lien avec justement cette dysautonomie. Il reste une question quand même sur la durabilité du traitement, qui dépend d'un patient à l'autre, mais aussi parce que la cause de la pathologie, elle est toujours en cours d'étude aujourd'hui. Donc cette étude, elle suggère un potentiel bénéfice de l'ostéopathie sur les symptômes respiratoires du Covid long, sur la qualité de vie pendant la prise en charge ostéopathique. Évidemment, une étude randomisée contrôlée est nécessaire pour confirmer le bénéfice de cette prise en charge. Bonjour, merci beaucoup et bravo. Une belle étude avec en plus une approbation comité d'éthique en ostéopathie, c'est chouette. Je voulais savoir si du coup vous nous parlez de dysautonomie comme une possible explication. Est-ce que vous avez cherché à la caractériser, par exemple avec de la VFC ou quelque chose comme ça? Alors c'est dans les observations ostéopathiques qu'on a retrouvé des symptômes justement qui pouvaient faire penser à ça, et c'est la littérature scientifique elle-même qui se rapproche de ça, en fonction de ce qui a été trouvé ces dernières années. Mais dans votre population, vous n'avez pas essayé de le mesurer avec des indicateurs quantitatifs? Non. Okay. C'est éventuellement envisagé. Bien sûr, oui. Dans l'essai contrôlé randomisé à faire juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Oui, bien sûr, allez-y. Bonsoir, pardon. Je rajoute juste une précision. Comme du coup le CPP avait validé en suivi usuel, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de mesures qui n'étaient pas prenables, puisque ce n'est pas du suivi usuel. Donc ce qui a été fait, c'était en association avec la PHP, donc l'Hôtel Dieu, mais même chez eux, ce n'étaient pas des mesures qu'ils prenaient de façon usuelle, donc il a fallu quelque part s'en passer, et passer par les outils usuels dans le Covid long à ce moment-là, pour l'approbation des résultats. Merci pour cette remarque et cet éclairage. Peut-être d'autres questions, d'autres remarques? Un bravo dans le public. Des applaudissements peut-être pour finir. Merci beaucoup.